Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 du podcast Nature, Aventure, Survie. Aujourd'hui on va parler un petit peu de philosophie avec des mots qui se terminent en isme. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On se retrouve avec le petit déjeuner américain ou anglais par excellence, donc du bacon et des œufs. Et ce podcast, je dois le signaler, vous a été présenté par Petromax. Donc Petromax, c'est une marque allemande qui m'a contacté en fait pour que je puisse parler un petit peu de leurs produits. Et si j'ai accepté, c'est parce que leurs produits sont réputés pour être très durables, ultra robustes et très efficace. En fait, c'est vraiment des basiques. Ici, vous voyez, ils m'ont fourni une poêle en fer forgé, donc qui va sur les feux de camp sans problème. Alors, la plupart de leurs outils sont quand même en fonte, il faut le signaler. Donc, si vous partez comme moi en bivouac avec le sac à dos, c'est juste impossible à transporter. Mais la petite poêle en fer forgé, bon, elle pèse son poids, donc je ne l'utilise que lorsque je vais bivouaquer près de chez moi ou que je n'ai pas beaucoup à marcher. Sinon, vraiment, c'est impossible. La façon dont j'utilise aussi, ça, il faut le savoir. Vous la faites d'abord chauffer sur le feu, vous l'extrayez du feu et ensuite vous rajoutez vos ingrédients. Sinon, ça chauffe vraiment à balle et vous allez tout cramer. Mais voilà, bon bah écoutez, ça permet du coup de préparer ce dont on a envie sur le terrain. Et franchement, c'est le seul petit déjeuner que je peux prendre, c'est ce genre de truc. Sinon, je ne mange pas d'habitude, ça s'appelle du jeûne intermittent et je vous laisse aller faire vos recherches. Aujourd'hui, on va parler de 3 mots qui se terminent en isme et qui, selon moi, encore une fois, c'est à mon humble avis, ça ne regarde que moi, vous pouvez avoir un avis différent, ça n'est absolument pas un problème, je vous donne juste mon avis sur la question. Donc 3 mots en isme qui, selon moi, s'inscrivent parfaitement dans la philosophie de ce qu'est le bushcraft. Je voudrais parler de 3 mots. Le premier, c'est naturalisme, le second, c'est essentialisme, et le dernier, c'est minimalisme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mots-là dans d'autres contextes. Je vais essayer d'aborder tout ça juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'inclus ces 3 philosophies-là dans ma pratique du bushcraft. Tout d'abord, le naturalisme. Bon, il me semble assez évident que si vous voulez faire du bushcraft, vous devez connaître un minimum sur les ressources naturelles. Je vois beaucoup de gens qui prétendent faire du bushcraft et qui ne savent pas reconnaître 5 plantes, qui ne savent pas reconnaître 5 arbres, 5 pierres, 5 petites plantes sauvages, bref, 5 champignons. Ça, pour moi, ce n'est pas du naturalisme, donc ce n'est pas du bushcraft. Le bushcraft, c'est l'art de vivre en bonne harmonie avec les ressources naturelles, avec notre environnement. Du coup, vous êtes obligé de connaître ces ressources naturelles. Donc le naturalisme, pour moi, c'est le fait de connaître et de savoir, en tout cas identifier, les ressources qui nous entourent. En fait, je dis les ressources, c'est peut-être un peu restrictif. En réalité, c'est tout simplement savoir reconnaître ce qui nous entoure dans la nature, même si derrière, il n'y a pas forcément une notion d'utilisation. En bushcraft, vous avez sûrement appris à reconnaître l'écorce de bouleau. Vous avez appris à reconnaître les orties pour les manger. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, @albrancambe, vous voyez que quasiment chaque jour, je mets une ressource naturelle ou parfois, quand le cœur m'en dit, simplement un petit truc dans la nature, un insecte, une plante, que je trouve joli, juste pour le plaisir de la connaissance. Et c'est ça le naturalisme, c'est être capable d'identifier les ressources qui nous entourent. Alors vous n'allez peut-être pas mettre un nom précis sur chaque ressource, mais vous allez être capable, à partir de certains caractères que vous identifiez sur cette ressource, de pouvoir l'identifier par une recherche. C'est d'ailleurs l'un des points clés de mon dernier ouvrage, Bushcraft Suivez le guide, publié aux éditions Idéo et qui est sorti en juillet 2020, qui a été retardé à cause du coronavirus. Bref, si vous êtes naturaliste, vous pouvez considérer que vous connaissez 5 trucs dans chaque catégorie. Par exemple, vous connaissez forcément 5 arbres. Vous pouvez connaître le chêne, qui donne un bon bois pour le feu. Vous pouvez connaître le charme, qui également est intéressant pour le feu. Vous pouvez connaître le hêtre, qui est très intéressant pour le feu. Vous connaissez 1, 2, 1, 2.
vous pouvez connaître le bouleau, qui est très intéressant pour le feu, mais aussi pour autre chose. Et puis vous pouvez rajouter par exemple le merisier, qui est très intéressant pour le feu, et qui donne des merises. Donc vous voyez, rien qu'avec le thème du feu, alors que ce soit l'allumage ou simplement choisir un bon combustible, déjà vous pouvez vous confronter à au moins 5 arbres. Et à partir de là, c'est à vous ensuite d'identifier d'autres ressources. Le pin, le sapin, l'épicéa, etc. Donc, en étant naturaliste, vous allez vous ouvrir à de nouvelles ressources. Il m'est déjà arrivé parfois de croiser une plante que je ne connaissais pas, d'aller rechercher son nom, ses caractéristiques, et puis de tomber en fait sur une utilisation que je ne soupçonnais même pas. Et pas forcément qu'elle soit comestible ou pas. Ensuite, vous allez peut-être apprendre à reconnaître 5 champignons. Donc l'amadouvier, le chaga, le polypore du bouleau, la daldini concentrique, et pourquoi pas la manite-tumouche, dont je parle dans mon roman Bivouac, aux éditions Parti Pour. Ensuite, vous pouvez apprendre à reconnaître 5 cailloux, 5 roches. Alors bien sûr, là c'est un petit peu plus particulier, parce qu'on a moins l'habitude de voir des roches sur le terrain quand on se balade en forêt. Mais apprenez à identifier les plus simples des roches. Les grès, les calcaires, les silex, en ce qui concerne les roches sédimentaires. Le grès, c'est une sorte de sable compressé, en fait. Le calcaire, comme son nom l'indique, c'est du calcaire. En général, les gens voient ce que ça signifie. Et à l'intérieur du calcaire, très souvent, on peut trouver parfois des silex. Donc silex qui sont utilisés pour fabriquer des outils coupants ou pour allumer un feu. Donc là aussi, vous voyez que du côté des roches, il y a des choses très intéressantes. Le grès, je ne l'ai pas dit, mais ça peut permettre, si le grain est très très fin, d'aiguiser les couteaux. Voilà. Ensuite, vous avez les roches que l'on dit magmatiques, formées à partir d'un magma qui s'est solidifié. Et là, les 2 grandes en fait à connaître, c'est le basalte et le granit. Franchement, là, vous avez 5 roches. Si vous savez déjà les reconnaître, c'est amplement suffisant. Après, bien sûr, vous avez des variétés, basalte, granit, vous avez des variations dans la chimie qui vont donner de nouvelles roches. Un truc qui me vient à l'esprit, c'est la dolérite, par exemple, qui est une roche également magmatique et qui a été utilisée pour polir en particulier des outils, notamment des haches à tête polie en dolérite. Donc je dis ça parce que il y avait un polissoir, je crois qu'on dit ça, du côté de Douarnenez, à côté de l'endroit où j'ai grandi. Et enfin, bien sûr, apprenez à identifier 5 plantes. 5 plantes comestibles ou médicinales. Tiens, ça doit vous rappeler le dernier podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter. Donc le naturalisme, forcément, vous êtes obligé de vous y confronter si vous prétendez pratiquer le bushcraft. Et je vais me répéter, mais si vous voulez un guide naturaliste pour la France, vous vous tournez vers le guide de la faune et de la flore de chez Flammarion. Et je répète, je n'ai pas d'action chez eux, je n'ai pas écrit ce livre, je ne touche rien pour en faire la publicité, mais c'est le meilleur ouvrage que j'ai trouvé pour débuter et apprendre à identifier des ressources naturelles. Ensuite, on rentre dans des considérations un petit peu plus philosophiques. Alors, je vous ai dit qu'il y avait l'essentialisme. Pour ceux qui ne voient pas ce podcast, qui l'écoutent, je me suis fait des œufs au plat avec du bacon. Donc, vous m'excusez, mais c'est le matin, j'ai envie de manger. Il ne me manquera plus que le café Kettlebell après. Donc l'essentialisme, pour moi, ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Disons que ça s'impose régulièrement à moi. Je suis quelqu'un qui est vraiment très enthousiaste à l'idée de mener à bien des projets. Donc vous l'avez sûrement remarqué, j'écris beaucoup d'articles, j'écris beaucoup de livres. Et je me lance parfois dans des projets assez ambitieux en termes de vidéos, quand je vous fais une vidéo de 25 minutes sur le café par exemple. Donc ça prend du temps tout ça. Le problème c'est que quand on mène de front plein de projets différents, parce que dans ma vie personnelle j'ai également d'autres projets, dans ma vie professionnelle également, et du côté sportif, vous le savez, je pratique des arts martiaux, je fais de la course à pied, de la musculation, etc., etc. Donc à force de mener à bien plusieurs projets de front, désolé, je suis un peu fatigué, on se retrouve en fait à s'éparpiller, à dépenser de l'énergie et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, ou du moins à mener des projets avec la qualité qu'on a envie de leur attribuer.
L'essentialisme, c'est le fait de se recentrer sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire que plutôt que de partir dans tous les sens, on va choisir les projets qui nous stimulent le plus, ceux qui peuvent nous apporter le plus, et ceux dont on va en fait tirer le plus de plaisir finalement. Donc, de cette façon, on canalise son énergie dans ce qui est important. Cette notion, en fait, je l'ai découverte grâce à l'auteur Greg McKeown, qui a écrit le livre qui s'intitule Essentialisme. Alors, c'est Essentialism, et en français, le sous-titre, ça doit être du genre « faire moins mais mieux » ou « faire moins pour accomplir mieux », un truc du genre. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, l'auteur décrit très bien la situation, c'est qu'il a une vie trépidante avec plein de projets professionnels, des projets personnels, et il se retrouve en fait à un de ses nombreux meetings de travail, en train de bosser en fait jusqu'à 22h quasiment le soir, alors que sa femme est en train d'accoucher. Et il se rend compte qu'en fait, il s'est laissé happer par ce qu'on appelle la rat race, la course au rat. Vous savez, tous ces gens qui n'ont d'autre horizon que le métro, boulot, dodo. Donc le fait de vouloir toujours accumuler plus de richesses, plus de responsabilités, plus de pouvoir finalement, et de se laisser bouffer par la société moderne. L'essentialisme, justement, ça vise à s'extraire de cette rat race pour vivre sa vie comme on l'entend. C'est-à-dire que vous continuez à bosser, vous continuez à avoir vos loisirs, mais vous vous concentrez vraiment sur les points qui sont les plus importants. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça dans le bushcraft? C'est parce que, vous l'avez remarqué, je crée du contenu, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon blog, que ce soit dans le magazine Survival, Outdoor Magazine ou mes différents ouvrages. Et parfois, en fait, je me suis rendu compte que je partais en bivouac et avec des copains. Et en fait, je m'imposais un cahier des charges, une liste de tâches tellement importante que je ne profitais même pas du bivouac. Je devais prendre en photo tel matériel, je devais tester tel couteau, je devais utiliser tel vêtement, je devais allumer le feu de telle façon, tout en prenant des photos, tout en prenant des vidéos. Et résultat, en fait, on loupe complètement le moment présent. Et en plus, à chaque fois, je me foirais, c'est-à-dire qu'il y avait au moins un article ou deux, des photos qui ne sont pas bonnes, des vidéos qui sont ingérables, enfin, voilà. Et puis, je me suis dit, non, je vais sur le terrain avec mes potes, du coup, je prends le temps d'être avec eux. Et donc, je me concentre juste sur une ou deux choses à faire. Donc plutôt que d'amener un sac à dos rempli d'articles à tester, à prendre en photo, etc., j'en prends plus que un ou deux. Je note ça dans mon carnet, parce que alors le carnet aussi, ça c'est pour s'organiser, c'est un truc auquel je tiens énormément. Et puis voilà, vous allez prendre le temps de faire ce que vous avez à faire. Donc désormais, quand je vais sur le terrain avec un pote pour bivouaquer, j'y vais vraiment pour bivouaquer avec un pote sur le terrain. Donc ça permet de mieux se concentrer sur ce qu'on a à faire et sur les choses importantes. Parce que sinon, de toute façon, on n'aboutit à aucun résultat puisqu'on fait que de la merde, pour ainsi dire. Alors, juste un truc, ce qui est vachement bien aussi, j'ai oublié de le dire avec la poêle en fer forgé, c'est que pour la nettoyer, vous allez juste mettre de l'eau chaude dedans. Pas de liquide vaisselle. Donc ça se nettoie très facilement sur le terrain. Et voilà quoi. Ça franchement c'est durable à vie en plus. En toute transparence, je n'ai pas été payé pour dire ça. Si je le dis, c'est que je le pense vraiment. C'est que j'ai eu le temps de la tester pendant plusieurs mois. Que j'ai fait mes essais chez moi sur différents types de feux, mais également en bivouac. Et donc je vous en parle maintenant. Soit dit en passant, il y a aussi une marque de téléphone portable qui m'a demandé d'être ambassadeur pour 1 an. Pour le moment, je n'en parle pas parce que je suis en train de tester vraiment le téléphone portable. Et je dois vous dire que c'est pas trop glorieux en fait. Donc je pense pas que... si vous n'en entendez pas parler, c'est normal. Et je vous rassure, ce n'est pas Crowdcall qui m'a contacté.
Alors, on va terminer avec le minimalisme. Le minimalisme, c'est un mot à la mode. Si vous tapez minimalisme sur Instagram, vous allez tomber sur un nombre incalculable de, comment le dire poliment, d'influenceuses qui disent se mettre au minimalisme et donc qu'elles font le défi 3-3-3, c'est-à-dire putain, c'est quoi ce défi à la con encore? C'est porter 33 objets pendant 3 mois, je crois. Donc 33 objets incluant les vêtements, les montres et puis les bijoux peut-être, pendant 3 mois. Et ça ne concerne que les fringues là. En fait, le minimalisme, c'est une philosophie un peu plus profonde que ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons, je vous donne juste mon point de vue dessus, c'est critiquable et voilà. C'est pour ça que je me permets aussi de critiquer les autres. Lol. Le minimalisme, vous allez pouvoir le découvrir grâce peut-être à un film documentaire. Je ne sais pas s'il est en français. Je crois qu'il est sur Netflix. Enfin bon. En anglais, ça s'appelle The Minimalists. On y suit donc 2 personnages qui s'appellent Milburn et Nicodemus, si je ne m'abuse. Et donc dans ce film, on suit un petit peu leur philosophie, on rencontre des personnes qui ont fait vraiment un vœu très pieux de minimalisme pour s'extraire de la société de consommation. Donc appliquer aux vêtements, appliquer à la vie de tous les jours, ça peut vouloir dire n'avoir dans sa penderie que 4 pantalons, 4 t-shirts, 4 chemises, ce genre de trucs. Mais appliqué au bushcraft, en fait, on se simplifie énormément la vie. Personnellement, j'ai fait beaucoup de vide dans ma penderie, j'ai fait beaucoup de vide dans les objets que je possède, justement pour me simplifier la vie. C'est-à-dire que le matin, pour m'habiller, je ne passe pas un quart d'heure à me demander si ma chemise va avec mon pantalon. Non, parce que le tri a déjà été fait avant, parce que j'ai pas forcément le choix. Vous savez, ce choix abondant qui peut mener jusqu'à une paralysie par l'analyse, en fait. Ce qui arrivait, je le dis au passé, très souvent à ma femme, vous savez, qui dit toujours « j'ai rien à me mettre alors que la penderie est pleine ». Petite dédicace. Donc en fait, comment je me l'applique en bushcraft, c'est que je m'impose l'obligation de n'avoir qu'un seul outil par tâche. L'exemple basique, c'est, vous le savez sans doute, les couteaux. Vous tapez bushcraft sur internet, vous allez trouver des gens qui vous présentent leur collection de couteaux bushcraft. Donc ils en ont 12 par exemple, et voilà, je me demande bien comment font ces personnes-là pour décider un jour, en allant sur le terrain, je vais prendre ce couteau-là plutôt qu'un autre. Alors si c'est juste un choix au hasard, juste pour se balader, pourquoi pas. Si vraiment il y a un objet derrière, un dessin, franchement là j'aimerais bien qu'on m'explique. Donc personnellement je dois posséder en tout et pour tout 5 couteaux et je trouve que c'est déjà trop en fait. Donc j'ai le Mora que j'avais lorsque j'ai commencé, un Mora compagnon, tout bête, que j'utilise encore de temps en temps. J'ai le couteau qui figure sur la couverture de mon premier livre Nature, Aventure, Survie. Il s'agit du pisteur de Pierre-Élie Gaspin. Alors c'est un pisteur un peu modifié dans ses proportions. Je possède l'insolent qui m'a été offert par Paolo Simoes, dont vous pouvez voir une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous savez, ce couteau de débile mental qui permet de rajouter un lance-pierre ou un lance-flèche au cul pour pouvoir s'amuser dans les bois. Je possède... c'est mon dernier en fait. Et en fait, ouais, j'en ai que 4. Et je possède également mon couteau. Le couteau que j'ai forgé. Ah, le couteau que j'ai forgé chez Paolo, justement. Donc ce couteau-là, désormais, c'est celui-là que j'utilise. Les autres sont rangés à la maison. Je pense que je vais m'en séparer des autres pour ne conserver que celui-ci, en fait, que celui que j'utilise. Donc c'est le couteau que j'ai forgé, donc forcément il y a un attachement derrière, mais je l'ai pensé aussi pour qu'il soit le plus fonctionnel possible dans ma pratique. Donc en fait il me correspond parfaitement. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus prochainement. Donc vous voyez, au niveau couteau, j'ai un seul couteau. Au niveau scie pliante, mon camarade El Franco m'a offert une scie pour mon anniversaire, une de la marque Silky, et franchement j'en suis extrêmement satisfait. C'est vrai que là c'est une scie qui est ultra performante, donc je ne vais conserver que celle-ci.
Mes précédentes scies, je vais les donner à des copains, ou je vais les revendre, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je vais me séparer de ce qui va m'encombrer. Désormais, sur le terrain, vous voyez, j'ai une poêle qui me permet de faire cuire les trucs lorsque je pars pas trop loin de chez moi. Et j'ai un billy-can. Un chevreuil est passé par là. Et j'ai un billy-can qui me permet de préparer le café, de faire des accompagnements, du riz, des pâtes, nanana, ou de faire tout simplement bouillir de l'eau. Donc je m'en sers tout le temps. C'est le seul objet que j'ai. Au niveau réchaud, j'ai ma Kelly Kettle, par laquelle je jure tout le temps, parce que c'est ultra pratique. Là, je peux me permettre de faire un feu de bois, mais si je pars juste à la randonnée, à la journée, et que je n'ai pas envie de m'embêter à faire un feu, parce que ça va me prendre trop de temps, je prends la Kelly Kettle. Le but, c'est vraiment de concentrer un objet sur une fonction. De même, en termes de vêtements, pour le bushcraft, je n'ai que un pantalon qui est déchiré et que je vais remplacer d'ailleurs, parce qu'il s'est pris un coup de scie. Je n'ai que une chemise de bûcheron pour aller sur le terrain. Je n'ai que une veste, la veste bleue avec laquelle vous me voyez sur toutes les photos. Donc j'essaye d'être vraiment minimaliste dans les objets que j'utilise. Du coup, si vous n'avez qu'un objet par tâche, vous pouvez vous permettre de choisir des objets durables, donc peut-être un petit peu plus chers, mais des objets aussi qui vous plaisent visuellement, donc, du moins qui sont élégants pour vous, pour votre pratique. Donc ce choix, en fait, permet de s'inscrire vraiment dans la durée et de ne pas se laisser aller à toutes les modes, vous savez. C'est beaucoup plus du coup développement durable, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais c'est à ça qu'il faut penser. C'est finalement, si vous prenez un objet qui est durable dans le temps parce qu'il est robuste, parce qu'il sert bien sa fonction, vous allez moins souvent le remplacer, donc moins souvent exiger des ressources de notre planète. De plus, vous allez éviter ce qu'on appelle l'effet d'Hydro. Alors l'effet d'Hydro, c'est en référence au célèbre homme de lettres français, qui décrit, alors je ne sais plus dans quelle situation, mais qu'il avait voulu remplacer sa toge ou sa robe, je ne sais plus exactement. Donc il la remplace à grands frais, mais du coup il se rend compte que toute sa garde-robe est totalement démodée, en comparaison à ce nouvel objet, et du coup même tout son intérieur est totalement démodé. C'est un peu comme quand vous achetez, je sais pas moi, si vous voulez décorer chez vous, vous achetez un nouveau vase, tel que vous le voyez dans un catalogue lavage de cerveau déco intérieur. Vous achetez un nouveau vase en espérant que ça rehausse votre intérieur. Manque de bol, ce nouveau vase en fait va dénoter tellement avec votre intérieur que vous allez vous sentir obligé de remplacer les meubles, le tapis, les miroirs, le canapé, etc., etc. Donc c'est une course sans fin finalement vers la nouveauté. Et à mon sens, le minimalisme propose une solution pour ce point-là. Alors, j'en parle dans le bushcraft, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. Si vous vous concentrez uniquement sur des vêtements robustes et basiques, vous allez pouvoir vous permettre d'éviter d'acheter tous les 2 mois à H&M ou je ne sais pas où, des vêtements qui de toute façon ne tiendront pas dans le temps et qui vont très vite dépérir. Parce que quelque part, c'est ça l'objectif derrière l'obsolescence programmée, derrière la consommation à outrance, et derrière les soldes pour lesquels on a à chaque fois des images totalement délirantes de gens qui courent dans les magasins. Bref. Je me permets d'être un petit peu... vous commencez à me connaître. Je me permets d'être un petit peu moqueur, mais c'est sans méchanceté. Parce qu'on a tous nos travers, moi le premier. Et bref, il y a certains comportements dans la société de nos jours qui sont quand même un petit peu délirants. Donc on a fait le tour. Alors juste si vous voulez un petit peu plus d'informations sur les minimalistes, donc il y a ce documentaire, je crois que c'est sur Netflix. Ils ont écrit des bouquins, mais je crois que leurs bouquins sont à chier. Par contre, il y a une chaîne, si vous baragouinez un peu l'anglais, il y a une chaîne YouTube. Alors c'est le réalisateur justement du documentaire minimaliste. Il s'appelle Matt D'Avella. Vous pouvez aller consulter sa chaîne qui est très développement personnel, mais aussi justement minimalisme, qui est vraiment très intéressante, bien filmée, assez drôle à regarder. Voilà. Donc ça, c'est une bonne ressource que je vous mets également dans la description du podcast.
On a fait le tour, j'espère que ce vague tour d'horizon vous aura plu. Donc n'oubliez pas, il faut être naturaliste pour savoir reconnaître, savoir identifier des ressources dans la nature, même si vous ne savez pas leur nom, mais au moins savoir où aller chercher les réponses. Donc c'est pour ça le podcast sur les noms latins, la nomenclature binomiale, mon dernier livre, Bushcraft Suivez le guide. Là vraiment je mets l'accent sur cet apprentissage de la reconnaissance. Donc une fois que vous avez les clés en main, vous pouvez consulter n'importe quelle ressource sur Internet pour pouvoir identifier des plantes, des arbres, des roches. L'essentialisme, donc c'est vraiment savoir se concentrer. Lorsque vous faites une sortie, ne vous surchargez pas l'esprit avec 10 000 choses à faire. Fixez-vous un objectif, 2 objectifs, et puis ensuite profitez. Et le minimalisme, voilà, essayez de dédier un objet par tâche. Donc voilà, moi ça me fait toujours marrer les collections de couteaux. Bon, c'est pas une critique, hein. Je comprends qu'on puisse vouloir collectionner les couteaux. J'ai de très bons copains qui collectionnent les couteaux. Coucou Guillaume. Mais voilà, quand on voit l'outil derrière, ou même quand vous pensez pantalon, chaussures de randonnée, etc., bon, en réduisant en fait votre choix à la maison, finalement, vous simplifiez la vie sur le terrain puisque vous savez que vous n'avez qu'un objet pour chaque tâche. Merci à tous pour les questions que je reçois. Je vous rappelle que si vous voulez me poser une question, vous pouvez passer par mon site albancamb.com, par le formulaire de contact ou par Instagram. Mon profil Instagram c'est @albancamb. J'ai reçu quelques questions que je vais probablement traiter dans un prochain podcast. Je vous tiens au courant. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous.